Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo update lecture où ça va être un update lecture sans thématique puisque je vais vous présenter 1, 2, 3, 4, 5 livres. Donc je vais essayer de faire vite, ne vous inquiétez pas, j'espère que la vidéo ne va pas durer trop longtemps. En fait il y a plein de lectures différentes, il y a un peu de contemporain, il y a de la fantasy et une BD. Donc voilà, c'est un update lecture un peu melting pot. Et on va commencer avec deux livres puisque ce sont deux livres du même auteur. Donc en l'occurrence c'est Fabrice Caro. On va commencer avec Zai 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 et ensuite on parlera du discours. Zai 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 est une bande dessinée qui relate l'histoire d'un auteur de bande dessinée qui, alors qu'il faisait ses courses dans un hypermarché, en fait a oublié sa carte fidélité. Et il va être pourchassé par la police pour ça. Parce que oui, sachez-le, si vous oubliez votre carte fidélité, vous risquez d'être pourchassé par la police. Et au fil de sa cavale, on va aussi avoir droit à des réflexions de la population, donc avec les médias, etc. Et de cet acte atroce d'oubli de carte fidélité. Voilà, si vous l'avez compris quand même, Fabrice Caro est un auteur qui utilise l'humour très absurde. C'est la base de Zai 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 et je me suis fendu la poire avec cette BD. Il y a notamment, il y a deux planches que j'ai beaucoup aimées, il faudrait que je le relise pour voir s'il n'y en a pas plus. En fait, au moment où l'auteur est à la caisse et qu'il se rend compte qu'il a oublié la carte fidélité et que la caissière est toute paniquée parce que oh, mais comment est-ce qu'on peut oublier sa carte fidélité, il y a un agent de sécurité qui arrive et qui le menace de faire une roulade arrière. Et en fait, alors j'aime penser que c'est une équipe de journalisme un peu comme BFM TV. Et en fait, devant les caméras du journaliste qui est venu l'interviewer, il va faire sa roulade arrière. Et moi c'est un truc qui me fait rire. J'ai quand même préféré une autre de ces bandes dessinées qui s'appelle Et si l'amour s'était aimé, qui est en fait l'histoire, enfin c'est une parodie de comédie romantique, hein, comme vous pouvez vous en douter. Et en fait, c'est l'histoire d'une femme qui va tomber amoureuse du livreur de Macédoine et qui va avoir une liaison avec ce livreur de Macédoine. Voilà. Moi c'est un humour qui me fait rire puisque moi j'adore l'humour quand on prend une thématique et qu'on la tire comme ça, qu'on l'étire à mort et c'est exactement ce que j'ai retrouvé dans le discours. C'est l'histoire d'Adrien qui va aller chez ses parents pour un dîner familial, tout ce qu'il y a de plus classique, avec donc ses parents, sa sœur et son futur beau-frère. Alors déjà qu'Adrien était moyen chaud pour aller à un repas de famille alors qu'il attend la réponse de Sonia qui est sa compagne mais qui a décidé de mettre en pause leur relation, donc il attend un message d'elle pour dire que en fait la pause elle est finie. En plus de ça, le beau-frère d'Adrien va lui proposer de faire un discours pour le mariage qui s'en vient dans quelques mois. Et Adrien il est vraiment encore plus moyen froid que d'être ravi par cette idée. En fait ce bouquin, donc c'est un livre qui se lit relativement vite, il fait à peine plus de 200 pages et le seul fil rouge qu'il y a dans ce bouquin c'est est-ce que Sonia va lui répondre? C'est la question qui est posée au début du roman et on a une réponse à la fin. Mais sinon les chapitres sont des successions de thématiques, soit en rapport avec le mariage, soit en rapport avec les relations amoureuses et comme je le disais, c'est une thématique à chaque fois par chapitre. Alors rassurez-vous, ce sont des chapitres très courts. Je crois que le plus long devait faire peut-être même pas une dizaine de pages. Fabrice Caro a eu la très bonne idée de faire des chapitres très courts et de faire un livre quand même relativement court puisqu'on n'aurait jamais pu tenir avec un concept comme ça sur 500 pages. Et j'ai passé un excellent moment sur ce bouquin, je me suis marrée comme pas possible. Pour vous imaginer un peu la situation, à un moment donné, Adrien va parler des chenilles dans les mariages. Vous savez, avec la chanson, etc., que tout le monde se met la file indienne et voilà. Et il explique déjà que c'est un truc un peu dégueu puisque tu mets tes doigts et tes mains sur la chemise d'un oncle que tu ne reverras certainement jamais de ta vie, qu'il a déjà un peu sué donc que sa chemise elle est un peu moite et que c'est pas très ragoûtant quand même. Et à la fin du chapitre il va quand même aller jusqu'à dire non mais je comprends pas comment Hollywood n'a pas pu prendre le concept de la chenille et faire en sorte qu'en fait il y a une chenille géante dans les rues de Manhattan qui aspire toutes les personnes pour faire partie de la chenille et que Bruce Willis vienne régler tout ça. Voilà, moi ça m'a fait rire parce que il a tiré le truc à mort et moi ça me fait beaucoup rire. Franchement avec Fabrice Caro je me suis vraiment bien marrée avec ces deux bouquins. Je me prendrai incessamment sous peu Et si l'amour s'était aimé parce que c'est vraiment la bande dessinée que j'ai préférée. Après franchement ces deux autres bouquins sont vraiment très sympas. Ensuite, on va partir sur un tout autre genre, enfin ça reste du contemporain, mais un peu plus thématisé, vous savez quoi. Donc il s'agit de Kim Ji-ho, né en 1982, de Cho Nam-ju.
Je suis pas encore très au fait avec la prononciation sud-coréenne, j'ai un peu plus l'habitude avec le japonais, mais avec le coréen, j'ai pas forcément l'habitude, donc j'espère que je prononce assez bien les différents noms du titre et de l'autrice, et c'est publié aux éditions Nil. Nous allons rencontrer Kim Ji-hoon, qui est née... Je vous laisse deviner la date, qui est une sud-coréenne, et au début du roman, c'est une adulte, tout ce qui est de plus normal. Elle a un mari, je crois qu'elle a un enfant aussi au début du roman, et en fait l'autrice va revenir dans le passé, bien avant même la naissance de Kim Ji-hoon. Elle va parler un petit peu de la vie de la mère de Kim Ji-hoon. Bien avant la naissance, on comprend qu'être une femme dans Corée du Sud, c'est pas forcément une sinécure, hein. C'est vraiment pas une partie de plaisir. Juste pour vous en dire un tout petit peu plus, la mère de Kim Ji-hoon donc a eu Kim Ji-hoon et une autre fille, et Kim Ji-hoon a failli avoir 2 sœurs. Je vous laisse deviner ce que la mère a fait quand elle a appris qu'elle était enceinte d'une 3e fille. On adore! Et donc Kim Ji-hoon, on va la suivre tout au long de sa vie. On va la voir quand elle est petite fille. Elle a du coup un petit frère, et on va voir les différences d'éducation qu'il y a entre les filles et les garçons. Aussi à l'école, comment est-ce que les garçons sont traités par rapport aux filles, et également dans le milieu du travail. Pourquoi est-ce que les filles ont un tel comportement par rapport aux garçons, par rapport au patron, par rapport au manager, etc. Et j'ai vraiment trouvé que c'était hyper intéressant. C'est un mélange entre un roman et un essai, puisque, bon, déjà, un roman, parce qu'on a un personnage, je sais pas si c'est plus ou moins inspiré de la vie de l'autrice, mais on a un personnage qu'elle fait évoluer dans la société coréenne, et on a parfois quelques chiffres et quelques éléments historiques sur la condition féminine. Je suis entre guillemets un peu plus au fait du féminisme japonais, mais en Corée du Sud je ne connaissais pas, en fait je ne savais pas que la condition féminine était aussi atroce en Corée du Sud. C'est pas forcément que... Enfin, il y a de la violence féminine, hein. Il y a qu'à voir le récent scandale qu'il y a en Corée du Sud. Je vous laisserai en barre d'infos une vidéo qui traite du dernier scandale qui est en train de remuer la Corée du Sud, et qui est en rapport avec des femmes et de la torture et des viols et machin. Et en fait, mon ancienne collègue Pauline est très au fait de la Corée du Sud, puisqu'elle est intéressée par cette culture, et elle me disait que ce livre était devenu une référence féministe dans ce pays. Il a réellement retranscrit la réalité pour les féministes, et j'ai vraiment trouvé ça très intéressant. Ensuite, je vous avais parlé dans une de mes dernières vidéos vlog de ma lecture ambitieuse du Prieuré de l'Oranger. Donc dans la vidéo vlog, je n'avais lu que 200 pages de ce livre. Maintenant, je peux un peu plus vous en parler puisque je l'ai terminé. Et je suis assez fière de moi puisque je l'ai terminé en 5 jours. À raison de 200 pages à peu près par jour. Donc franchement, je suis assez fière de moi. Le Prieuré de l'Oranger est un livre de fantasy, comme on peut subtilement le deviner avec la couverture, où on va suivre plusieurs territoires dans un même monde, donc les territoires de l'Est et les territoires de l'Ouest. Dans les territoires de l'Ouest, on va suivre Sabran, qui est l'héritière et la reine d'un rénome qui s'appelle Inis. Et pour l'instant, c'est une reine qui n'a pas de mari et qui n'a pas d'enfant. Sauf que, au vu de son héritage et de sa condition de reine, elle est obligée de se marier et d'avoir un enfant, plus spécialement une fille, pour perpétuer la lignée et surtout pour éviter que le sans-nom, une créature maléfique qui a décimé le monde il y a un millénaire, ne revienne d'entre les morts. Et dans la cour, nous avons Ed, ou Id, je sais pas comment on doit le prononcer ce nom, qui est une de ces dames de compagnie au début, qui est vraiment un peu basse au niveau classe dame de compagnie. Je sais pas si forcément il y a une hiérarchie, enfin si, il y a quand même une hiérarchie dans les dames de compagnie. Et en fait, Ed est un peu particulière puisque elle fait partie du Prieuré de l'Oranger, qui est une organisation, on va dire, qui est là pour protéger la reine d'Inis. Sauf qu'elle doit le faire un petit peu discrètement puisque la magie et tout ce qui s'apparente à la sorcellerie est totalement prohibé en Inis. Puisque c'est relativement rattaché au sans-nom et à d'autres légendes qui ont forgé le territoire d'Inis. Et dans l'Est, nous allons suivre Tané, qui est une jeune femme qui se prépare à passer des épreuves pour devenir une dragonnière. Puisque autant dans le royaume de l'Ouest, les dragons sont tous des êtres maléfiques sans qu'il y ait de distinction, autant dans l'Est, on sait que le sans-nom et donc toute sa horde, toute son armée, ce sont des cracheurs de feu, donc ce sont les méchants, mais il y a une autre espèce de dragons qui y vivent et donc qui sont des dragons d'eau, et c'est surtout eux en fait que les habitants de l'Est vénèrent, et donc Tané veut devenir une dragonnière pour toucher les dieux, puisque c'est carrément des dieux au niveau de l'Est.
Sauf que sa vie va un petit peu basculer le jour où il va décider d'aider un étranger, ce qui est totalement interdit dans les royaumes de l'Est, puisque voilà, il y a plein de choses à dire sur ce bouquin. Je vais pas forcément détailler trop le résumé, mais en gros, elle va aider un étranger, ce qu'elle n'aurait pas dû faire. En fait, ça va l'entraîner dans un espèce de, je vais pas dire un complot, mais ça va l'entraîner dans le scénario du bouquin, voilà, pour faire simple. Et franchement, alors, comme je le disais dans ma vidéo vlog, sur les 100-150 premières pages, il faut s'accrocher, parce que il y a plein d'informations qui sont données, et pour autant, l'autrice, donc Samantha Shannon, ne nous prend absolument pas pour des imbéciles, puisque elle a totalement construit un univers cohérent, avec des légendes, avec des mythes, qui expliquent le monde d'aujourd'hui. On comprend le système politique qu'il y a aujourd'hui, et au fur et à mesure de ma lecture, j'ai découvert bien plus de petits détails que l'autrice a disséminés un peu partout, et franchement, l'univers est super bien construit, et à partir de la 200e page, j'étais à fond dedans, je le lisais avec plaisir, je lisais ces 200 pages par jour avec plaisir, parce que j'étais voilà, j'étais totalement plongée dans cet univers qui est super bien construit, des personnages que j'ai aimé suivre. Alors il y en a juste un où j'étais un peu mitigée, mais bon, il a quand même une importance dans l'histoire. Mais voilà, c'est un univers super bien construit, c'est une belle bricasse, mais bah, pour un roman de fantasy, il faut bien ça. Avec des personnages attachants, avec des légendes, des mythes. Enfin, moi j'adore qu'on me raconte l'histoire par le biais de mythes. Parce que je trouve que c'est le meilleur mécanisme qu'il y ait pour éviter de prendre ses lecteurs pour des imbéciles et surtout pour nous plonger un peu plus dans l'univers. J'ai vraiment beaucoup aimé ce bouquin, c'est alors, ça n'a pas été un coup de cœur, mais franchement, c'est vraiment un très bon bouquin. Et enfin, je vais vous présenter un livre que j'ai commencé tout juste hier et que j'ai terminé hier aussi. Il s'agit de Quand souffle le vent du Nord de Daniel Glatauer. Et si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà à peu près l'avis que j'ai sur ce bouquin, mais je vais essayer de la formaliser dans cette vidéo. Ce livre est un roman épistolaire où on va suivre Amy qui, au début, veut tout simplement résilier un abonnement à un magazine. Sauf que, bah, elle aura beau envoyer des mails à cette adresse pour résilier son abonnement, bah soit on lui répond pas, donc elle va commencer à hausser un petit peu le ton, et en fait elle va se rendre compte, enfin c'est surtout l'interlocuteur qui va lui dire « Eh mais cocotte, en fait c'est pas la bonne adresse mail que tu as ». Puisque oui, Amy s'est totalement trompée dans l'adresse mail, et en fait a commencé à hausser le ton avec un particulier. L'erreur étant révélée, Amy et Léo, donc son interlocuteur, se disent bon bah ok, on laisse tomber, c'est pas grave. Sauf que Amy va remettre ça un peu plus tard avec un mail groupé pour souhaiter le joyeux Noël et une bonne année. Et ça, Léo, il est pas trop pour. Et en fait, à partir de ce moment-là, ils vont commencer à se prendre au jeu de commencer à discuter. Et bah vous vous doutez bien de ce qui va se passer après, hein, un homme, une femme, une conversation. Bah voilà, moi je m'attendais à ce que ça finisse en autre chose, mais bah non, c'est une romance. C'est une romance sous forme épistolaire, et je ne sais pas quoi penser de ce bouquin. Enfin si, je sais quoi en penser. C'est un bon bouquin. J'ai trouvé que les personnages étaient bien construits. On arrive à discerner la voix de chacun d'eux, c'est-à-dire qu'ils ont chacun une manière de réagir et une manière de parler qui leur est propre. Donc Amy, je l'ai très bien visualisé dans les mails, c'est-à-dire que j'avais même pas besoin de suivre pour être sûr que ce soit Amy. J'arrivais facilement à la différencier de Léo, qui est un peu plus pompeux et un peu plus voilà, qui est un peu plus tourne autour du pot, et ça m'a saoulé. Mais en fait, bah ce qui m'a dérangé dans Quand souffle le vent du Nord, c'est à peu près pour chacune des romances que je lis. C'est-à-dire que bah le livre fait 348 pages, et c'est 348 pages de je t'aime, je veux qu'on se voit, non mais en fait je suis pas amoureuse de toi, non mais en fait je veux pas te voir, et machin bif. C'était un peu relou, hein, surtout Léo qui a la fâcheuse tendance à tourner autour du pot quand Amy, elle lui pose des questions bien concrètes. Lui, il a l'art et la manière de tourner autour du pot, et ça m'a franchement gonflé. Je pense que tout simplement, je n'étais pas impliquée j'étais pas impliquée émotionnellement dans cette histoire, et je ne dis pas que c'est à cause du fait que ce soit épistolaire, parce que quand vous regardez le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, je l'avais lu en VO pour les cours, et j'étais totalement impliquée émotionnellement
émotionnellement. Les personnages, je les ai trouvés vraiment attachants. Eux aussi sont attachants, mais en fait, je n'étais absolument pas impliquée dedans. Et en fait, je pense que c'est tout simplement parce que je l'ai lu après le prieuré de l'Oranger. Et je m'étais fait une espèce de stratégie littéraire où en fait je m'étais dit, ne prends pas un livre que tu veux aimer, parce que tu vas être déçu si tu ne l'aimes pas. Et forcément, après le prieuré de l'Oranger, qui est un livre quand même très conséquent, très fourni et qui a beaucoup d'informations, forcément je voulais partir sur un livre un peu plus court et je ne voulais pas partir sur un livre que je voulais aimer. Donc je me suis dit, vu que c'est un livre que mon copain a aimé, puisque c'est un des rares livres de mon copain, je vous présente un des rares livres qu'il possède, et en fait il m'avait dit qu'il l'avait lu au lycée et qu'il l'avait beaucoup aimé. Bon, malgré le fait que quand je lui ai demandé hier, quand je suis arrivée à 150 pages, je lui ai dit mais pourquoi t'as aimé ce bouquin en fait? Parce que c'est pas, franchement c'est vraiment pas son genre de bouquin, c'est ça qui m'a un peu étonnée. Et ben il m'a dit bah je sais plus pourquoi je l'ai aimé, mais je l'ai aimé. Je vous avouerai que je me suis sentie un peu bernée, hein. Après, je peux comprendre pourquoi il a aimé, puisque je pense qu'il a dû s'identifier un petit peu au personnage de Léo, puisqu'il y a certains moments où je retrouvais un petit peu mon copain dans le personnage de Léo. Mais voilà, c'est un livre qui se lit quand même très facilement, hein, très vite, puisque je l'ai lu, je crois, en l'espace de 3 heures, 3 heures et demie. Donc ça se lit très vite, je l'ai lu d'une traite pratiquement avec une pause mangée, mais je l'ai lu d'une traite, et mais je n'étais pas impliquée émotionnellement dedans, c'est pour ça que j'ai plus eu l'impression de voir deux personnes qui se lancent des joutes verbales et qui se disent des je t'aime dissimulés pour au final une histoire d'amour qui m'a pas forcément plus touchée que ça. C'est le problème avec les romances. En plus, j'ai trouvé que la fin était plutôt couillue, jusqu'au moment où j'ai découvert qu'il y a un tome 2. Voilà, donc elle est plus si couillue que ça, puisqu'il y a un deuxième tome. Est-ce que je lirai le deuxième tome? Franchement, je sais pas. Si il est sous forme épistolaire et qu'il se lit aussi vite que le premier tome, bon, je peux me dire, bon bah, prends-toi 2-3 heures, lis-le et comme ça t'auras fini une série. Mais franchement, c'est franchement pas ma priorité, mais c'est quand même un livre sympa. Je ne vais pas le descendre en disant que c'est ma pire lecture de 2020, hein, clairement pas. J'ai quand même passé un bon moment puisque je l'ai quand même lu d'une traite, mais voilà, ce sera pas non plus une de mes lectures marquantes de cette année. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous avez lu un des livres que je vous ai présentés. Et puis si jamais vous avez lu d'autres livres pendant cette période un peu particulière, n'hésitez pas à les mettre aussi en commentaire, qu'on puisse en discuter et qu'on puisse voilà, se donner des petites idées de lecture dans ces temps un peu compliqués. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.